Je vais vous parler du verre dans la science, ou mieux, du verre dans l'histoire des sciences et des techniques. Tout le monde connaît le verre, tout le monde a du verre à la maison, mais qu'est-ce que c'est ce matériel? Le verre est un solide amorphe, non cristallin, généralement transparent à la lumière visible, isolant électrique, imputrescible, ininflammable. Et le verre ordinaire est composé par environ 70% de silice, 15% de soude et avec de la chaux et d'autres additifs. Du point de vue scientifique, sans vouloir rentrer dans des détails trop techniques, le verre est un solide non cristallin présentant le phénomène de transition vitreuse. Donc, dans le sens le plus large du terme, les verres peuvent être composés par des différentes classes de matériaux, alliage de métaux, polymères, etc. Mais on va voir plus de près les utilisations du verre dans la science. Et la première, peut-être la plus importante utilisation, c'est le verre en optique. On appelle verre optique un verre de qualité adapté à la réalisation du système optique tel que lentilles, prismes et miroirs. Ainsi, à la différence du verre des vitres, un verre optique contient des additifs destinés à modifier certaines propriétés physiques, optiques, l'indice de réfraction, la dispersion, la dilatation, la transmittance, etc., etc. Les verres produits pour l'optique utilisent des matériaux très divers, de la silice, des borosilicates, aux éléments tels que le germanium et la fluorine. Certains matériaux étant indispensables à la transparence du verre, dans d'autres domaines que dans le spectre visible. Outre les paramètres optiques et mécaniques, le verre optique se caractérise par leur pureté, leur qualité, nécessaire du fait de leur utilisation dans des instruments de précision. Et les défauts peuvent être les bulles, les inclusions, les rayures, les colorations, etc. Pendant très longtemps, il y avait seulement un type de verre, ce qu'on appelle le soda calcique, ordinaire, qu'on appelait aussi le verre Crown. Mais en 1647, George Ravenscroft remplace la chaux par de l'oxyde de plomb et il invente le cristal du plomb appelé flint, bien plus brillant que le verre ordinaire, très lourd, composé de silice, oxyde de plomb et potasse. Et les flints sont caractérisés par un indice de réfraction relativement grand et une grande dispersion. Vous voyez, aujourd'hui, à l'époque, il y avait dans le passé, il y a quelques siècles, un ou deux types de verres. Là, aujourd'hui, cette tabelle, que certainement je ne vais pas expliquer, montre la caractéristique de certains types de verres utilisés en optique. Mais faisons un saut dans le passé. Parmi les tout premiers verres utilisés pour leurs propriétés optiques, on trouve les lapides ad legendum, ça veut dire des verres, des cristaux coupés en forme sémisphérique ou convexe et qui permettaient, dans des reliquaires, sur des croix décorées, de voir de près, de voir agrandis les minuscules reliques des saints, ou par exemple de pouvoir lire des textes, des petites étiquettes très fines. Ces lapides ad legendum sont déjà bien connus au Moyen-Âge. Et c'est quand même au XIIIe siècle qu'apparaissent les premières lunettes. Lunettes qui, au début, pendant longtemps, sont essentiellement de lunettes pour lire de près. Donc, elles permettent aux personnes âgées de lire un texte. Et vous voyez ici quelques exemples de saints et de personnages importants avec des lunettes. Les lunettes, depuis, sont aussi synonymes de sagesse, synonyme de culture. Par exemple, dans ce magnifique tableau de Jan van Eyck, La Verge au chanoine van der Pele, le chanoine van der Pele qui avait lui-même demandé d'avoir ce tableau, est montré, vous voyez le détail, est montré avec un livre et avec des lunettes. Donc, sagesse
et culture. Et les lunettes, déjà au XVIe siècle, sont un article de vente commun. Vous voyez là, dans cette gravure célèbre de Stradanus, le revendeur de lunettes, un vieux monsieur qui les essaye sur le nez, l'une après l'autre. Vous pouvez voir déjà, il y a une cassette avec plusieurs lentilles pour voir laquelle est plus adaptée à la vue. Or, pour les lunettes d'observation astronomique, il faut attendre le tout début du XVIIe siècle. Galileo Galilei n'a pas inventé la lunette astronomique. La lunette a été probablement inventée en Hollande quelques années avant, mais c'est Galileo Galilei qui, pour la première fois, considère la lunette non un jeu optique, non un outil justement pour voir les armées de plus près, mais il dirige ses lunettes vers le ciel. Et c'est le début c'est pas le début de l'astronomie, mais c'est le début de l'astronomie avec des instruments de plus en plus puissants qui permettent d'augmenter énormément la puissance de la vue. Vous voyez ici au XVIIe siècle, quelques exemples de lentilles. Torricelli, Campani, Stacchio Divini sont parmi les personnages qui savent polir des lentilles, un art très difficile. Vous voyez que d'ailleurs le verre de ces lentilles, si vous regardez celle de Giuseppe Campani, elle est pointillée de bulles, mais le verre à l'époque, c'était, comparé au verre optique d'aujourd'hui, c'était franchement un verre de mauvaise qualité, c'était un cul de bouteille. Ça, c'était les fours utilisés depuis le XVIe, XVIIe siècle pour obtenir le verre dans des creusets. Ça, c'est encore une verrerie au XVIIIe siècle. Et voilà. Et là, c'est les outils pour former les lentilles. Ça s'appelle des balles et des bassins convexes et concaves. Grâce à ces outils qui pouvaient être de bronze ou même de fonte, etc., avec un long travail de frottement, on arrivait à donner à la lentille sa forme, à la polir et à obtenir la lentille. Évidemment, depuis cette époque, on propose des machines pour faciliter un travail qui est très long, qui demande un tour de main. Alors, on propose des tours pour construire les lentilles. On propose, disons, presque tous les savants de l'époque, comme Huygens, Newton et bien d'autres, proposent leur système de construire les lentilles. Et aussi le système de construire les balles et les bassins pour les faire, puisqu'il fallait des tours, il fallait des systèmes. L'histoire de ces machines pourrait demander une conférence de plusieurs heures, puisque énormément ont été faites, quelques-unes ont été construites, et de ces dernières, quelques-unes s'est révélées efficaces. Là, par exemple, encore une machine de Chérubin d'Orléans, qui est connue pour ses traités d'optique. On arrive à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais fondamentalement, ces machines, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas d'énormes progrès du point de vue de la fabrication des lentilles. Les lentilles, à l'époque, jusqu'à la moitié du XVIIIe, ont un grand défaut, qu'on appelle aberration, l'aberration chromatique. Les lentilles convergentes faites avec un seul verre ne permettent pas de faire converger les rayons de toutes les couleurs, ça veut dire qui composent la lumière blanche, au même endroit. Mais ils produisent dans les images, comme vous voyez cette image de la Lune, des bords colorés, un bord rouge-orange et un bord bleu. Ça, c'était un énorme problème qu'on avait essayé de résoudre, par exemple, en construisant des lentilles asphériques, donc pas des calottes de sphère, mais des lentilles hyperboliques. Mais c'était impossible à l'époque avoir de telles lentilles précises, donc on laissa tomber. Le problème est résolu par John et Peter Dollond, père et fils, qui sont à l'époque parmi les plus grands constructeurs d'instruments scientifiques en Angleterre.
John Dollond, c'est pas le premier qui pense utiliser deux verres pour corriger l'aberration. Mais c'est certainement Dollond et son fils qui répandent cette technique et leurs lunettes achromatiques sont composées, l'objectif de leurs lunettes est composé par deux verres. Le verre ordinaire qu'on a vu tout à l'heure, on appelait crown, et le verre à haute densité à base de sel de plomb qu'on appelait flint. En faisant deux lunettes différentes, une concave et l'autre convexe ou plano-convexe, etc., bon, il y avait après toutes des variations, on pouvait corriger en grande partie le problème de l'aberration chromatique. On arrive vers la fin du 18e, toujours avec les mêmes outils, comme vous pouvez voir, ça ne change pas beaucoup du 17e siècle au 19e siècle, les tours pour faire les lentilles. On essaye de les mécaniser, on essaye de les perfectionner, mais ça change pas énormément. Là, par exemple, c'est l'atelier de la fameuse maison Charles-Chevalier à Paris. Vous voyez au fond des boîtes, c'est pas des boîtes de chaussures, mais c'est les boîtes dans lesquelles il y avait les bassins et les boules et les sphères. Et vous voyez les bancs des travailleurs, vous les voyez ici mieux, qui justement avec les simples outils, un tour actionné à la main, avec des simples outils, étaient capables de façonner et de polir les lentilles. Bien évidemment, vers la moitié du 19e siècle, on arrive à mécaniser le principe. Ici, c'est les établissements de la firme Molteni qui était connue pour ses lanternes magiques, etc. Et vous voyez là une machine pour faire automatiquement, c'était une machine à vapeur, des lentilles. Mais, encore à l'époque, les lentilles faites à la machine, et pas à la main par des super artisans, étaient considérées pour les instruments et pour les objectifs cheap. Ça veut dire le côté du marché bon marché. On a une vraie transformation du verre d'optique avec deux personnages. Joseph Fraunhofer, un Allemand, et Pierre-Louis Guinan, un Suisse. Ces personnages se trouvent parmi les acteurs de l'Institut mécanique et optique de Bavière à Munich. Utzschneider était un entrepreneur, politicien et financier, Fraunhofer, un jeune opticien, Reichenbach, un ingénieur, mécanicien, technicien, Guinan, un verrier, et Merz, un jeune, là il est encore jeune, sera le successeur de Fraunhofer dans l'usine. Ils étaient installés dans le magnifique monastère de Benedikt-Beuern, près de Munich, qui était sécularisé au début du siècle, et dans la ferme à côté, Fraunhofer et Guinan installent leur four à fusion. Et avec une série d'expériences, en changeant les mélanges des matières premières, en changeant la température des fours, etc. Ça, c'est les fours originaux qui existent encore en Bavière. Et en ajoutant des machines, ils arrivent à produire un verre optique digne de ce nom. Et ce qu'ils arrivent à inventer, vous le voyez dans l'image de droite, c'est un outil, on le voit mieux ici, pour brasser le verre quand il est en fusion. C'est une barre de fer avec une espèce de bras en matière réfractaire. On ne pouvait pas brasser directement avec le métal, puisque le métal laissait des oxydes qui coloraient le verre. On voulait un verre transparent pour les verres d'optique. Donc, cette opération inventée par Guinan et Fraunhofer, qui s'appelle encore dans le langage de l'industrie verrière le guinandage, on arrive à faire un verre d'une qualité vraiment supérieure. Voici encore Fraunhofer avec quelques-uns des échantillons d'un verre qui sont conservés aujourd'hui au Deutsches Museum de Munich. Là, c'est toujours à côté de Benedikt-Beuern, Fraunhofer, avec des lampes colorées, arrive à mesurer exactement quel est l'index de réfraction de ces verres. Et pour les reproduire, jusqu'à Fraunhofer, avoir du verre optique, c'était
vraiment de la chance. On fondait, on trouvait un morceau qui était pas mal, on l'utilisait. Avec Fraunhofer, on arrive à faire des verres comme il faut. Non seulement, mais avec ces verres, il arrive à observer le spectre solaire, et c'est le premier. Ce spectre, c'est dessiné par Fraunhofer lui-même, qui découvre les lignes noires d'absorption, et il en dessine plusieurs centaines. Ça, c'est un des objets qu'il y avait dans les usines de Bavière. D'autres objets pour travailler les lentilles. Et la chose intéressante, si vous voyez au sommet de cette espèce d'arbre généalogique dans l'industrie du verre, il y a Guinan, le chef de la dynastie qui avait travaillé avec Fraunhofer, et on arrive à la fin du 19e siècle avec Feil, vous voyez, et Chance Brothers, c'est les deux grandes usines de verre qui sont, une en France et l'autre en Angleterre, dérivent tous des travaux de Guinan. Mais il y a un nouvel acteur qui va arriver et très encombrant dans l'industrie. On va voir. Faraday, par exemple, il essaye de reproduire avec le système qu'on appelle aujourd'hui reverse engineering. Il essaye de reconstruire le procédé de Fraunhofer et Guinan, etc. Mais il n'arrive pas. Et à un certain moment, il dit franchement, moi j'en ai marre du verre, et il s'occupe d'autre chose, puisqu'il n'arrive pas à produire le verre optique de si bonne qualité. Avec le verre optique de plus en plus de qualité, on arrive à faire des objectifs de lunettes de plus en plus grands. On part de 20 cm en 1820 à peu près, et on arrive à 1,25 m à l'Expo universelle de 1900. Ça, c'est, si vous voulez, le chef-d'œuvre astronomique de Fraunhofer. J'ai eu l'occasion personnellement de restaurer cet instrument. Il se trouve à Tartu, en Estonie, et en 1823-24, cet objectif de 24 cm est la merveille astronomique de l'époque. Personne était capable de faire un objectif plus grand de ça. Voilà, ça c'est encore les progrès en partant de Fraunhofer et de Dollond, et on arrive, vous voyez comment ça devient, le diamètre augmente. Et voilà quelques exemples. Merz, successeur de Fraunhofer, Foucault qui s'occupe de télescopes, pas de lunettes, donc il construit des miroirs argentés. Grubb, c'est des Irlandais qui construisent des grands instruments astronomiques, ainsi que Alvin Clark, c'est un Américain. Brashear, un autre Américain, ils construisent les grands, si vous voulez, les monstres de l'astronomie du 19e. Ellery Hale, au début du 20e siècle, il construit les grands télescopes à miroir. Et en France, il y a Pierre-Paul Henry et Mathieu Prosper-Henry qui sont les opticiens les plus, parmi les meilleurs opticiens au monde, qui façonnent les lentilles très grandes, aussi pour les observatoires américains parfois. Et il y a aussi Paul Gaultier qui s'embarque dans cette entreprise de construire cette fameuse lunette qui aurait dû permettre de voir la Lune à 1 mètre de l'exposition universelle de 1900, avec un célostat qui projette l'image de soleil dans un tube de 60 mètres. Et voilà ici les machines pour construire le miroir, les lentilles, vous voyez le jeune ouvrier à côté de la lentille. Verres faits par Feil, Mantois, qui sont toujours des rives de Guinan, et de Numapara, vous le voyez là à côté avec ses lentilles. Le travail est très difficile. Il fallait analyser les blocs de verre, voir s'ils n'avaient pas des tensions internes. Il fallait les scier. Et très souvent, comme vous voyez dans une des deux photos, après avoir attendu des semaines et des semaines dans les fours, puisqu'ils se refroidissent, ils sortaient, pac! Il éclatait et des mois de travail étaient perdus. Bon, on arrive aussi à d'autres objets. Les objets de physique, je ne vais pas décrire, mais juste pour montrer la quantité d'instruments optiques utilisant du verre optique. On a parlé de lunettes, de grandes lunettes, de gigantesques lunettes du 19e, mais
On n'a pour l'instant pas encore parlé des microscopes. Vous voyez des microscopes anciens et j'ai ici un exemple du premier microscope. On est au début du on est au XVIIe siècle et cette réplique est la réplique d'un microscope de Leeuwenhoek. Leeuwenhoek était un Hollandais. Ce microscope, difficile à comprendre comment ça marche, on l'utilise comme ça. Sur cette espèce de pointe, on mettait le petit objet, la mouche, la pousse, etc. à observer. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce microscope? À l'intérieur de ce microscope, il y avait une lentille. Mais c'était une lentille minuscule. On ne pouvait pas la façonner comme les lentilles dont on a parlé tout à l'heure, avec des tours et des outils. Alors, qu'est-ce qu'on avait découvert? On avait trouvé qu'on pouvait faire, en faisant fondre un filament de verre, on obtenait une petite goutte de verre, comme une goutte de verre liquide. En se solidifiant, on pouvait l'insérer entre deux plaques métalliques. C'était la lentille idéale pour des observations microscopiques. Vous voyez ici le principe, là, pour les microscopes qui suivent au XVIIIe et XIXe siècle, on utilise là aussi des tourmes pour des lentilles très petites. Vous voyez ici, on prend un morceau de verre, on le fixe sur une molette, sur une baguette de verre, avec de la poix, et avec un outil qui tourne, on fait devenir un morceau, un éclat de verre, on le façonne selon la courbure qu'on désire. On peut penser que ce système était quelque chose du passé. Il y a par contre des entreprises, par exemple japonaises, qui construisent des instruments d'optique de précision, qui encore aujourd'hui, pour certaines lentilles, utilisent le même système. Vous voyez ici, il y a aussi une mécanisation du travail, mais il y a aussi des lentilles qui sont faites de façon tout à fait spéciale, avec un système qui n'a pas fondamentalement changé depuis 2-3 siècles. Je ne vais pas oublier enfin l'énorme utilisation, puisqu'on a parlé là d'instruments scientifiques. Les instruments scientifiques sont importants, mais il y en a relativement peu. Par contre, avec l'invention de la photographie, si on pense, les daguerreotypes sont présentés en 1839, mais en quelques décennies, la photographie explose comme nouvelle forme d'art, de communication, etc. Et évidemment, il y a eu l'invention de dizaines, pour ne pas dire de centaines d'objectifs différents qui demandaient des verres différents. Donc l'industrie des appareils photographiques et des objectifs photographiques a énormément, si vous voulez, boosté la production de verres optiques. Et enfin, la production aussi d'appareils d'usage professionnel, par exemple comme les théodolites, les binoculaires, qui ont besoin de lentilles, de prismes, etc. On avait parlé des Chance Brothers et de Fail Paramantois. Voilà, ça c'était les deux acteurs importants. Mais il y en a un qui, de façon truculente presque, arrive sur le marché. Et c'est l'industrie du verre de Yin. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Carl Zeiss fonde une petite entreprise pour construire des instruments optiques, surtout des microscopes. Il s'associe avec Ernst Abbe, qui était un des opticiens aussi théoriques, les plus appréciés de l'époque. Et ces deux personnages trouvent un autre partenaire qui est Otto Schott. Vous voyez là, Otto Schott avait un laboratoire pour la production du verre, qui en quelques années devient une énorme industrie. Vous voyez les ateliers de Zeiss en 1850, vous voyez, il y a une maisonnette, vous pouvez lire Carl Zeiss sur la façade, et au début du XXe siècle, ça c'est les usines Zeiss. Vous voyez, une énorme expansion, et au début du siècle, Carl Zeiss devient déjà synonyme de optique de précision. Ils produisent de tout, des appareils
pour la physique, des microscopes évidemment, et aussi de plus en plus de grands appareils astronomiques, pour ne pas parler des planétariums qui ont été introduits par Zeiss, période surtout entre les deux guerres. On parlait de guerre. 1914, Première guerre mondiale éclate. C'est la première guerre vraiment technologique. Vous avez les chars, vous avez les mitrailleuses, vous avez les avions, vous avez des cuirassés extrêmement puissantes, mais vous avez aussi l'utilisation des rayons X sur les champs de bataille, l'utilisation des téléphones, l'utilisation de la télégraphie sans fil. Et un besoin immense de ce qu'on appelle armes optiques, optical weapons. Ça veut dire binoculaires, télémètres, viseurs, puisqu'avec des artilleries qui pouvaient tirer, pensez, les artilleries des navires de guerre pouvaient tirer à des kilomètres de distance, avec les tranchées, on avait besoin d'instruments optiques, mais pas de quelques centaines, de quelques dizaines de milliers par mois sur le front, sur tous les fronts. Qu'est-ce qui se passe? Crise. Les Anglais, qui étaient parmi les plus grands producteurs d'instruments scientifiques au monde, s'aperçoivent que le verre optique qu'ils utilisent arrive pour le 60% des Allemands, pour le 30% par les Français, et le 10% est construit en Angleterre. L'Admirauté, les forces armées, tous sont paniqués. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les marins? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire la flotte sans avoir des yeux, sans avoir des binoculaires? Alors, il y a un effort énorme pendant les premières années de guerre pour arriver à faire du verre optique de bonne qualité, et non quelques kilos, mais des tonnes et des tonnes, chose qui était encore à l'époque, au début de la guerre, dans les mains essentiellement de très peu d'industries. Et pendant la guerre, non seulement les Alliés arrivent en quelques années à produire le verre, ou presque la totalité du verre optique qu'ils ont besoin, mais vous voyez aussi le vieux système de polir les lentilles de 1850 devient, dans les années 20, un processus industriel. Vous voyez ici, c'est la production de plusieurs lentilles sur la même coupe à la fois. Vous voyez des machines qui travaillent 50 lentilles à la fois. Et vous voyez aussi des efforts. Il n'y a plus seulement l'opticien qui apprend le travail grâce à l'apprentissage chez un constructeur d'instruments, mais l'État français, comme l'État anglais, comme les Américains, font des efforts pour que l'optique devienne une matière d'enseignement et que les opticiens, les techniciens, les ingénieurs optiques aient une formation théorique et pratique très, très solide. Et là, par exemple, c'est l'Institut d'optique de Paris auquel on pense pendant la Première Guerre mondiale et qu'on ouvre après la guerre. Voilà. Le verre optique n'est plus une chose de chance, il faut faire des contrôles, la production des prismes pour les binoculaires devient une production de masse, etc. Et pour finir, la première partie du XXe siècle, dans les années 30-40, en Amérique, on arrive à faire le plus grand miroir du monde, qui c'est le fameux observatoire de Mount Palomar, avec un disque de Pyrex énorme, ou Pyrex comme vous voulez, un disque énorme de Pyrex qui sera argenté pour être utilisé dans ce gigantesque télescope qui pendant longtemps a été le plus grand du monde. Une dernière utilisation du verre optique plus curieuse dérive d'une expérience du savant Colladon, l'expérience des fontaines lumineuses. Si vous faites rentrer dans un jet d'eau un faisceau lumineux, la lumière illumine le faisceau de l'intérieur. C'est le principe des fibres optiques. Vous voyez l'image en bas, en haut il y a l'expérience du 19e siècle, en bas il y a un schéma. Si le rayon n'est pas à une certaine direction, il continue à se refléter à l'intérieur
du tube transparent. Ça peut être une colonne d'eau, ça peut être la fibre de verre. Et aujourd'hui, cette expérience curieuse des cabinets du 19e siècle, qui avait permis de réaliser lors des expositions universelles et d'autres manifestations les fontaines lumineuses, est devenue essentielle pour l'industrie, pour les technologies de la communication, pour l'endoscopie, etc. Donc ça, c'est une dernière application gigantesque, dont je ne vais pas parler maintenant du verre, mais qui naît, si vous voulez, d'une expérience curieuse plus qu'utile au 19e siècle. On ne va pas oublier la chimie, peut-être la deuxième application la plus importante du verre. La chimie, vous voyez déjà dans ce tableau de Stradanos, le laboratoire de l'alchimiste, et cet autre tableau de Joseph Rife of Derby qui montre l'alchimiste qui découvre le phosphore, vous voyez des objets en verre. Pour la chimie, le verre et l'alchimie aussi est essentiel, puisque le verre est transparent, il permet de suivre les réactions, il est résistant à la plupart des acides et des bases, et il est le matériel, on peut le chauffer, c'est un matériel idéal. Ça, c'est déjà un laboratoire du 18e, disons, on est à l'époque, à la fin du 18e, on est à l'époque de Lavoisier, les appareils de chimie en verre deviennent de plus en plus essentiels, de plus en plus sophistiqués, et il y a des ingénieurs, comme on l'appelait à l'époque, des techniciens, si vous voulez, spécialisés pour faire des instruments scientifiques en verre. Là, par exemple, l'ingénieur Chevalier, à Paris, on le voit avec une lampe éolipile et qui souffle du verre, et dans son catalogue, il montrait des baromètres, des thermomètres, des pèse-liqueurs, des aromètres et d'autres instruments de physique. Et il donnait les explications pour les faire. Cet art ne change pas pendant le 19e siècle. Ça, c'est un souffleur de verre au 19e siècle. Ça, c'est un catalogue de verrerie chimique du 19e siècle. Ça, quelques exemples d'objets du 19e et du 20e. Et il y a, on a déjà mentionné tout à l'heure pour le miroir de Palomar, il y a la Schott de Jena en 1893 et Pyrex de Corning Glass America qui découvre ce nouveau type de verre. C'est un verre borosilicate, c'est un verre qui a très peu de dilatation thermique. C'est le fameux Pyrex qu'on utilise aussi aujourd'hui. On peut mettre notre récipient à Pyrex dans le four, le sortir, le poser sur une plaque froide, sur une table de marbre, et rien ne se casse pas, grâce à ses qualités mécaniques. En tout cas, le travail du verre de laboratoire reste toujours le même. Ça, c'est un souffleur de verre des années 30-40. Et ça, ce monsieur sont deux ouvriers, meilleurs ouvriers de France, dans leur spécialité, le soufflage d'appareils en verre de laboratoire. Chose qui est faite seulement en petite partie avec des machines, et surtout pour les verres les plus sophistiqués, est toujours faite à la main, à la bouche, ou quand même avec grâce à un tour de main exceptionnel par des ouvriers très spécialisés. On a le verre en médecine, inutile de décrire ces images. On a le verre en pharmacie, des bouteilles même colorées pour les liquides ou les substances qui se dégradent à la lumière. Et il y a le verre en physique. En physique, le verre, on le trouve depuis l'Accademia del Cimento au XVIIe siècle. Art et science se combinent dans des magnifiques thermomètres, thermoscopes, des balances. On a le verre essentiel dans les thermomètres. Et le système de faire les thermomètres utilisé encore dans certaines usines, c'est de prendre du verre fondu. Un des ouvriers tient la masse de verre avec une pince et l'autre se met à courir sur une dizaine de mètres en tirant un fil qui à l'intérieur a si vous voulez, qui forme un capillaire, un tube capillaire qui est utilisé pour les thermomètres. J'ai vu faire ça dans le laboratoire du verre du MIT
aux États-Unis et c'est vraiment fascinant de voir cette technique encore utilisée pour des recherches. Cette technique est aussi après automatisée avec des machines, mais ça c'est des constructeurs de thermomètres anglais vers les années 30. Tout est encore fait à la main. Mais le verre est important dans les appareils électriques puisque c'est un isolant. Et ça, c'était un des meilleurs isolants pendant très longtemps. Vous voyez, des machines électriques, des bouteilles de lait sont des condensateurs, d'autres jeux électriques. Et vous voyez ici, par exemple, à gauche, la grande machine électrostatique de Van Marum, conservée au Tyler Musée de Haarlem. Et à droite, par contre, une autre machine électrostatique du début du 19e siècle, faite par le constructeur Pixii de Paris, dont l'élément principal est un grand disque en verre. On peut se demander pourquoi une des machines a un disque en verre bleu. Puisque, à la fin du 18e et au début du 19e siècle, on prétendait, et on n'a jamais étudié sérieusement la question, on prétendait que le verre bleu avait des propriétés d'électrisation plus efficaces que le verre incolore. Donc on trouve des machines, des générateurs électrostatiques faits avec du verre bleu. Voilà. Le verre, ça c'est presque, je dirais, c'est esthétiquement magnifique. C'est une collection d'isolateurs télégraphiques. Alors on posait le fil télégraphique sur ces isolateurs en verre qui étaient posés sur des poteaux. Et aujourd'hui encore, le verre dans l'industrie électrique est essentiel. Vous voyez là des grands isolateurs composés par des éléments en verre pour des lignes à haute tension. Mais il y a aussi le verre dans les appareils didactiques. Par exemple, vous voyez des appareils avec des éléments en verre, un tuyau sonore dont on peut voir à l'intérieur les vibrations du sable grâce à une fenêtre en verre, une turbine dont on voit le mouvement grâce au verre, et une machine à vapeur dont les pistons, les cylindres sont en verre pour expliquer, c'était utilisé dans les cours de physique du 19e, pour expliquer comment ça marchait la machine à vapeur. Il y a des instruments de recherche, des thermomètres, des pompes à vide, des pompes à mercure. Et surtout, le verre a son triomphe en physique dans les tubes utilisés dans les décharges dans les gaz. Johann Geissler était un souffleur de verre allemand qui découvre comment fixer à l'intérieur, aux extrémités de tubes en verre, des électrodes en platine. Il évacuait ces tubes et il faisait passer des décharges électriques. Et on obtenait des effets magnifiques qui dépendaient de la pression, du gaz, etc. Grâce et on produisait ces tubes d'un côté pour étudier ces décharges et de l'autre côté aussi comme disons, objet, je dirais, de physique amusante ou de physique très esthétique puisqu'ils sont très très beaux. Toujours dans cette lignée de recherche, l'anglais William Crookes produit les tubes de Crookes dans lesquels il voit toute une série d'effets, la fluorescence des cristaux, la fluorescence du verre, le mouvement causé par ce qu'on appelait le quatrième état de la matière. Pratiquement, on connaît aujourd'hui, c'était un jet d'électrons, pour ainsi dire. Et voilà, ça c'est un laboratoire, je pense c'est l'université de Dartmouth au 19e siècle, dans un cours où on montre les décharges dans les gaz. Là c'est une usine pour la fabrication de tubes de Crookes à Londres au début du XXe siècle. Et là encore, super importante application des tubes à décharge, la découverte en 1895 des rayons X. Rayons X qui permettent une énorme série d'applications, d'abord médicales, mais aussi industrielles. Les ampoules, la même chose, le verre est essentiel. Ici, dans une usine de 1880, l'évacuation des ampoules. À l'époque, les ampoules, il devait y avoir du vide, puisqu'il y avait un filament de charbon, et pour vider une ampoule avec les appareils que vous voyez dans cette
dans cette image, on pouvait prendre jusqu'à 5 heures. Donc, là, une fabrique d'ampoules au début du XXe siècle, et la mécanisation aussi, travail du verre mécanisé pour toujours les ampoules électriques, et semblable pour les tubes électroniques dont la construction pouvait être assez complexe, jusqu'à quand, avant de disparaître presque, puisqu'ils ne sont pas tout à fait disparus, les machines pour construire des tubes électroniques de façon automatique. Il y a beaucoup de verres spéciaux, mais un des verres spéciaux les plus intéressants, les plus curieux, était inventé dans la fin de la première moitié du 19e siècle, et c'est le verre de l'uranium. On obtient le verre à l'uranium en mélangeant d'oxyde d'uranium dans les composantes qui sont fondues pour obtenir le verre. Quelle est sa particularité? La particularité est double. D'un côté, il a une couleur typique, vert assez intense, et qui pendant tout le 19e et pour les premières décennies du XXe siècle a été apprécié pour des bouteilles de parfum, des verres, même des bijoux, des calices, etc. En outre, ce verre est fortement fluorescent. Illuminé par une lumière ultraviolette, il montre une couleur, la couleur vert devient fortement lumineuse. Et ça, c'était quelque chose qu'on peut déjà voir en mettant un objet en verre à l'uranium au soleil. Il ne faut pas penser que le verre à l'uranium avait simplement des qualités esthétiques, mais il était utilisé pour l'étude de la fluorescence dans les cabinets de physique. Et encore une curiosité, les larmes bataviques. Une autre curiosité physique du verre, c'est des gouttes de verre solidifiées puisqu'ils ont été versés dans de l'eau froide, mais en tombant dans l'eau froide, elles se refroidissent tout de suite à l'extérieur et elles restent plus longtemps liquides à l'intérieur, donc se forment des tensions. Si vous prenez un marteau et vous tapez sur la partie grosse de cette larme, rien ne se passe. Si avec une pincette, vous fracturez la queue, la lentille explose et ce que vous avez, c'est de la poussière de verre. C'était une curiosité qui était très commune dans tous les cabinets de physique de la fin du 18e et du 19e. Enfin, pour terminer, le chapitre d'utilisation du verre dans les sciences, celui qui peut-être s'approche le plus de la réalisation artistique. Et ce chapitre est pratiquement représenté par deux personnages, père et fils, Léopold et Rudolf Blaschka. C'était une famille de Dresde. Léopold Blaschka arrive à acquérir une immense habilité, ça veut dire il construit des modèles en verre d'organismes vivants. Vous voyez, avec un laboratoire très très simple, c'est une reconstruction, quelques lampes à alcool, des pinces, quelques baguettes de verre et des ciseaux, c'est tout. Et voilà ce qu'ils arrivent à faire, les Blaschka. Ça, c'est des collections, par exemple, il y a des fleurs, mais il y a des invertébrés tout en verre. D'abord du verre coloré et après du verre dont la couleur est dans la masse et pas en surface. Et ces objets de Blaschka sont incroyables. Si vous ne les voyez pas, par exemple, ils obtiennent en début du XXe siècle une commande énorme par l'université de Harvard. Et ce que vous voyez ici, tous ces modèles de plantes et de fleurs, absolument en verre. Je vous assure, je les ai vus. Et je peux vous dire que vous voyez des tiges comme l'herbe que vous voyez au mois d'août dans les champs. Si on ne vous le dit pas, vous ne croyez pas que c'est du verre. Et quelqu'un avait dit au Blaschka, mais vous avez un secret spécial. Les Blaschka ont dit non, on n'a pas le secret, on a le tact. En allemand, ça veut dire ce qu'on pourrait dire, on a un tour de main, on a été capable d'acquérir un tour de main exceptionnel.
Et avec ce bouquet de fleurs et cet exemple de végétal que je trouve absolument fantastique, je termine ici ma présentation et je vous remercie.